Que peut-on penser à notre époque des arts divinatoires et de la voyance? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Comme on le sait bien, l'une des préoccupations principales de l'humanité a toujours été de prédire l'avenir. Et c'est pour cette raison que très tôt dans son histoire, l'homme a cherché le moyen de percer les secrets du temps et du destin. Ce qui a donné naissance à cette étrange catégorie de personnes qu'on appelle de nos jours les voyants, et qu'autrefois on nommait avec plus d'exactitude sans doute les devins ou les oracles. Dans cette vidéo, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes et vous décrire bêtement les multiples outils de la voyance que vous connaissez probablement déjà. Ce qui va nous intéresser en revanche, c'est d'essayer dans un premier temps de comprendre comment ça marche la voyance, selon bien sûr le point de vue des alchimistes. Quelles sont ses limites également, s'il y en a, et à partir de quelle conception du temps surtout on peut l'étudier et l'expérimenter. Ce qui va nous amener simultanément à éclaircir certaines expressions qui font partie du langage traditionnel entourant les arts divinatoires, mais qui sont très souvent confondues dans l'esprit du public. Je pense à ce qui différencie par exemple une prédiction d'une prémonition. Ce n'est pas la même chose. Ou encore, quelle est la différence entre le destin et la providence? Tous ces éléments constituent pourtant des connaissances fondamentales qui sont rarement abordées dans les livres traitant de divination, et je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une idée beaucoup plus claire sur le phénomène de la voyance et ce qu'on peut en attendre aussi. Et si vous la pratiquez déjà, eh bien, les informations qui vont suivre vous permettront certainement d'augmenter vos capacités extrasensorielles et votre objectivité surtout en termes d'interprétation des données que vous captez. Je vous ai d'ailleurs réservé une petite surprise au cours de cette vidéo, donc restez bien attentifs à ce qui va suivre. Donc la première question qu'on peut se poser, eh bien, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle de voyance. Tout simplement parce que dans l'immense majorité des cas, le voyant ou la voyante ne voit pas votre avenir. Sinon, cela signifierait que tout serait écrit à l'avance et du coup vous perdriez totalement votre libre arbitre et votre capacité à changer le cours des choses selon le principe immuable de cause à effet. Donc ce qui se produit le plus souvent, eh bien, c'est que les voyants font preuve, alors pour X raisons, d'une certaine sensibilité, on va dire, qui leur permet alors non pas de lire, mais de voir ou plutôt d'observer quelque chose qui est déjà en marche dans le cours de votre destin et qui est par conséquent inscrit d'une manière ou d'une autre dans votre champ de conscience énergétique. Cela signifie donc que les voyants n'ont pas nécessairement accès au futur en tant qu'espace temporel à part entière, comme on le dirait pour le passé ou le présent. Mais ils captent plutôt une réalité subtile qui est inscrite encore une fois dans votre inconscient ou dans vos corps d'énergie si vous préférez, et peu importe. Donc une réalité subtile qui leur est perceptible. Pourquoi? Parce qu'ils en ont la capacité intuitive, et la plupart du temps sans le savoir. Donc il ne s'agit pas pour le voyant de lire arbitrairement des événements qui vont se dérouler dans un avenir où tout est déjà écrit, mais plutôt de percevoir un schéma existentiel, ou une partition plus exactement, qui est déjà en mouvement et qui va se manifester inexorablement d'un instant à l'autre, et ce pour la bonne raison que cette partition n'est en réalité qu'une conséquence, et pas du tout un élément spontané sorti de nulle part. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'on parle alors de prédiction. Parce que quand on prédit l'avenir, en fait, on parle d'événements qui sont déjà connus, mais inconscients, et donc qui sont prédits, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dits, comme l'expression « c'est dit », et qui veut dire « c'est fait ». Donc ils sont dits, mais prématurément ou de manière anticipée. À partir de ce postulat, on comprend mieux les erreurs d'interprétation et les fausses prédictions des voyants, parce que si une prédiction ne se réalise pas, eh bien c'est que tout simplement le voyant est en train de lire une partition partielle ou en fait un brouillon qui n'est pas encore abouti et qui doit encore évoluer. Donc ce n'est pas encore dit, pour reprendre notre expression de tout à l'heure, et de fait les conséquences ne sont pas encore totalement tissées. Et je reviendrai sur ce terme très important tout à l'heure.
Ou bien, il arrive aussi que le voyant se trompe tout simplement en lisant une partition qui n'est pas la vôtre, mais la sienne. Et on parle alors de projection. Alors inutile de vous préciser qu'il n'y a pas de pire voyant que ceux qui projettent leur propre mécanisme psychique sur les autres, ou bien qui prennent leur vision pour des réalités fatidiques, quand bien même ils seraient de bonne foi. Et alors, quand les choses arrivent, eh bien, dans ce cas-là, il ne s'agit plus de prédiction, mais plutôt de programmation. C'est-à-dire que la personne va faire comme le voyant a dit, et malheureusement, encore une fois, sans s'en rendre compte. D'ailleurs, l'un des signes qui permet de savoir si on a affaire à un bon voyant ou pas, eh bien, c'est justement la manière dont cette personne va annoncer les choses en termes d'ouverture ou de fermeture. Et surtout, si il vous invite ou pas à réfléchir aux responsabilités qui vous incombent dans ce qu'il perçoit de votre destin en cours. Et tout ça pour la bonne raison que, selon la tradition, eh bien, le destin n'est jamais figé, mais en perpétuelle transformation. Et cette remarque me permet d'introduire ici une nouvelle distinction à faire, donc entre des termes qui sont eux aussi très souvent confondus dans les conversations ou dans les livres. Il s'agit du destin, du karma et de la providence. Pour beaucoup de gens, il s'agit de la même chose, mais il y a pourtant des différences notoires entre tous ces mots. Alors, pour commencer par le destin, on a vu que c'est une idée souvent associée à la fatalité. C'est-à-dire comme si, dans les grandes lignes, ou bien de façon beaucoup plus précise, selon les versions, donc comme si la trame d'une vie était déjà programmée sans qu'on puisse y faire grand-chose. Alors dans ce cas-là, le libre arbitre est évidemment réduit à peau de chagrin, puisque tout est considéré comme étant écrit. Ce qui n'est pas le cas du karma, au sens général du terme, qui va inclure, lui, beaucoup plus de possibilités d'agir sur la matrice du destin, mais à condition, bien entendu, de travailler sur soi et de se remettre en question. Et dans le contexte bouddhique ou védique, pour avoir une chance d'orienter favorablement le destin, eh bien, on doit faire preuve de contrition ou de repentir relativement à des fautes commises antérieurement. Donc, il y a quand même un petit peu plus d'espoir et de sentiment de liberté dans le karma, qui, rappelons-le au passage, signifie, dans son acception orientale la plus ancienne, conséquence, et pas résultat de vie antérieure. Et enfin, pour ce qui concerne la providence, on se situe là dans une locution à connotation typiquement religieuse, impliquant ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Donc il ne s'agit plus ici d'observer des événements existentiels dont nous serions responsables d'une manière ou d'une autre, mais plutôt d'une trame, encore une fois, assez extensible d'ailleurs, selon les théologies qui en parlent, mais une trame qui est décidée par l'autorité divine, laquelle, sans considération à nos faits et gestes, va plus exactement imprimer sur notre destin un programme effectivement préétabli. Et dans ce registre, on peut évidemment classer les prophètes, qui sont des super-voyants en fait, et dont la fonction justement est d'accéder à des informations majeures, et plutôt d'ordre collectif, qu'ils doivent ensuite transmettre aux autres. Et on n'est pas très loin ici du channeling, qui est sans doute toute proportion gardée, et dans certains cas seulement, le terme moderne pour qualifier le prophétisme antique. Toutes ces précisions nous permettent de comprendre à présent à quoi correspond cette autre notion qu'est la prémonition, qu'on appelle aussi pressentiment, et qui n'est pas nécessairement, comme vous le constatez, un acte de voyance délibéré, mais quelque chose qui va survenir de façon impromptue, donc sans prévenir, dans notre champ de vision, souvent en rêve d'ailleurs, ou alors à travers nos sens et nos impressions corporelles, d'où le terme de pressentiment, c'est-à-dire quelque chose qui précède un sentiment, alors que normalement le sentiment découle d'un fait advenu. Alors il faut rappeler que prémonition, ça vient du latin praemonitio, qui signifie avertir ou prévenir. Donc ça prévient, ça vient avant d'être là. D'une certaine manière, c'est un petit peu similaire au prophétisme, où on reçoit un message venant d'ailleurs. Alors, venant d'où, de qui et de quoi, eh bien c'est un autre sujet, et je vous renvoie à ma vidéo sur les guides spirituels pour le découvrir. Donc, la prémonition, eh bien, c'est plus un message qu'autre chose, et pas la démonstration d'une faculté extrasensorielle volontaire.
Par ailleurs, tout le monde a eu au moins dans sa vie, au moins une fois, hein, une prémonition, comme par exemple le fait de penser subitement à une personne qui va nous appeler 2 minutes plus tard au téléphone. Et quelquefois, ça peut même prendre des tournures beaucoup plus tragiques, hein, comme le fait d'être persuadé que l'avion qu'on doit prendre va s'écraser. Et de telles situations sont déjà arrivées. Ce qui nous incite à penser que finalement, la voyance n'est peut-être pas un don, comme on le prétend souvent, mais une faculté potentiellement existante chez tout un chacun, et que tout un chacun peut à ce moment-là activer. Alors comment faire? Eh bien en prenant connaissance d'un curieux déclic mental dont je vous parle précisément dans une formation de voyance traditionnelle que je diffuse et à laquelle je vous renvoie si cela vous intéresse dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, il y a un petit exercice très intéressant qui vous prouvera que vous aussi, vous pouvez voir l'avenir d'un grand nombre de personnes, et ce sans aucun don ni aucun entraînement. Et si vous voulez savoir comment on fait, eh bien, je peux vous envoyer gratuitement une petite vidéo explicative en me disant simplement à quelle adresse email je dois vous l'envoyer, et ça aussi, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Alors à ce stade, vous allez peut-être vous demander si finalement il est vraiment possible de voir dans ce qu'on appelle le futur ou l'avenir, dans la mesure où tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent relève quand même plus, vous l'avez bien compris, d'une sorte de lecture anticipée d'événements qui sont déjà en marche et dont on est quelque part à l'origine. Alors que dans la voyance telle qu'on l'entend habituellement, eh bien l'extralucide prétend faire un réel voyage visionnaire dans le temps en tant qu'espace en fait, pour y lire des données qui y sont inscrites. Alors non pas dans le champ énergétique du consultant, mais encore une fois plus exactement au registre du destin. Donc on n'est pas là dans la même définition des choses. Alors à la question de savoir si on peut, dans une certaine mesure, voir l'avenir, je répondrai oui. Mais pour cela, il faut d'abord sortir des considérations communes sur l'espace-temps. Pourquoi? Parce que selon la vision ordinaire du temps, celui-ci, comme vous le savez, se déplace sur une ligne, allant du passé au futur, en passant par le présent. Et pour des raisons de commodité existentielle, en fait, on a découpé le temps en tranches, hein, vous savez, comme sur le cadran d'une horloge, la plupart du temps en suivant les cycles circadiens du Soleil et de la Lune, qui offrent au regard, donc, hein, vous le savez aussi, eh bien, un déplacement journalier sur lequel on s'est tous calés, encore une fois, tout simplement pour se repérer un petit peu mieux. Et par conséquent, et toujours selon cette théorie linéaire du temps, eh bien, il est donc convenu que si on veut aller d'un point A, qui serait par exemple le passé, à un point B, qui serait l'avenir, eh bien, nous sommes obligés de nous déplacer dans l'espace, ce qui a donné lieu à la notion d'espace-temps, parce qu'il faut de l'espace pour réaliser ce chemin temporel. Le problème avec cette vision, qui, encore une fois, a toujours été utilisée pour des raisons de confort humain, c'est que dans l'état actuel de nos capacités et connaissances, eh bien, pour aller de ce point A à ce point B, eh bien, il faut courber l'espace. Et ça, eh bien, on ne sait pas le faire. Et on n'est pas sûr de pouvoir le faire un jour d'ailleurs, même s'il existe un certain nombre de théories en physique quantique qui prétendent le contraire. Alors que si on adopte le système temporel antique, que connaissaient bien les druides et les alchimistes par exemple, et qui considéraient le temps non comme un continuum linéaire, mais plutôt comme une spirale donnant lieu à des cercles concentriques, hein, comme on le constate par exemple dans la coupe longitudinale d'un arbre, alors il n'y a plus de distance entre les points A et B parce que ceux-ci se confondent dans ce qu'on appelle traditionnellement le grand présent. Et cela va nous mener tout doucement vers une autre notion ésotérique qui explique bien des choses et que les anciens ont nommé tout simplement l'éternité, c'est-à-dire un état d'être sans commencement ni fin. À partir de là, une porte peut s'ouvrir et à travers laquelle il est possible de faire des incursions particulières, on va dire, dans le temps et effectivement de pouvoir porter une vision sur ce qu'on appelle l'avenir ou le futur. Alors encore une fois, non pas un espace où l'on peut prendre connaissance d'événements préétablis, hein, comme si on lisait un livre, mais plutôt en expérimentant une réalité parallèle à la nôtre, où les multiples possibles sont inscrits, mais pas du coup de façon définitive. C'est comme si on avait affaire à des données interdépendantes, en perpétuel mouvement,
à l'image presque d'un super ordinateur auquel on serait tous connectés et qui serait incessamment en mode calcul en vue de résoudre une équation indéterminée et surtout interminable. Voilà pourquoi les anciens parlaient du monde des origines, dont le passé et le futur font intimement partie, comme une sorte de nuage d'inconnaissance. Je vous laisse méditer là-dessus. Et voilà qui explique aussi les formidables capacités divinatoires des fameux oracles, comme la géomancie, les runes ou encore le Yi-King, pour ne citer que cela, qui ne sont pas en fait en soi des outils de divination, pour faire des prédictions, donc pour traduire l'avenir, mais plutôt des algorithmes très complexes permettant justement d'actualiser et de définir, le temps que ça dure, les rouages existentiels en cours dans le cadre d'une situation donnée. Des rouages donc qui impliquent à la fois le passé, le présent et l'avenir, mais considérés comme une seule et unique chose. C'est pourquoi, même si on utilise souvent les oracles pour connaître le futur, c'est très humain, à la base, eh bien, vous l'avez compris, ils ne sont pas faits pour ça, mais uniquement pour décrypter, comme on l'a dit, les possibilités évolutives d'un problème ou d'une situation qui nous occupe. Et ils peuvent faire ça parce qu'ils sont reliés, ces oracles, à des principes cosmiques universels que certains appellent des archétypes, faute de mieux. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux demander aux oracles comment peut évoluer ma situation plutôt que qu'est-ce qui va se passer. Parce que dans le premier cas, vous gardez la main en termes de libre arbitre et de changement, et dans le deuxième cas, par contre, vous êtes condamné à subir passivement le cours des choses de façon hasardeuse. Et ça tombe bien, parce que le hasard, justement, est également une donnée essentielle pour comprendre le phénomène de la voyance. Cependant, l'étude du hasard nécessite de gros développements métaphysiques que je n'ai pas la place d'insérer ici, mais sur lesquels, rassurez-vous, je reviendrai dans une autre vidéo. Bien sûr, ceux et celles qui ne souhaiteraient pas attendre jusque-là et qui voudraient découvrir tout de suite ces notions de manière exhaustive, je les renvoie directement à mes 2 formations de divination, dans lesquelles on aborde également, sachez-le, le problème des jeux de hasard, justement. Et en particulier sous un angle expérimental, ce qui constitue pour moi avant tout un formidable support pédagogique pour pouvoir expliquer plus facilement certaines choses, au demeurant relativement complexes. Comme je vous le disais plus haut, les voyants étaient autrefois appelés des devins, d'où le terme de divination. Il semble donc qu'il y ait une légère différence entre une divination et une prédiction. On a vu que la prédiction, c'est une manière prématurée quelque part pour exprimer une réalité qui n'est pas encore visible mais qui est en cours de manifestation, alors que la divination, ça relève plus d'une sorte de déduction ou d'une analyse, comme c'est le cas par exemple en astrologie ou avec le Yi-King, ou plus simplement, pour donner un autre exemple, quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un et que vous anticipez ses objections éventuelles en ajoutant « je devine que vous allez me répondre ceci ou cela ». Dans ce cas-là, on ne prédit pas l'avenir, bien sûr, mais on fait simplement la démonstration d'une connaissance qu'on peut associer à la sagesse, donc à l'expérience, et qui nous donne finalement le pouvoir de deviner la réponse de notre interlocuteur, tout simplement, parce que l'expérience, encore une fois, est suffisante pour le faire. De même que l'astrologue ne peut pas prédire avec exactitude ce qui va se produire, mais selon la configuration du ciel qu'il a sous les yeux, il peut en revanche deviner et donc déduire telle ou telle ambiance générale dans laquelle se trouve son client. Après, la manière dont cela va se manifester concrètement et à quel niveau surtout, ça reste plus aléatoire. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant, comme promis, du tissage, dont on a parlé plus haut au chapitre des prédictions. Apprenez que pour les anciens, le destin était similaire à un métier à tisser. La plus ancienne image illustrant cette métaphore vient de l'Inde védique et tantrique, sachant que le mot tantra signifie initialement tissage. Or, le mot apprentissage, que certains ont récemment voulu analyser comme étant la combinaison des mots apprenti et sage en langue des oiseaux, ce qui est intéressant, mais ça ne fait pas forcément avancer le schmilblick, ça semble plutôt révéler une injonction initiatique très ancienne qui serait « apprends tissage », c'est-à-dire « apprends le tissage ».
Or, quand on veut comprendre les mystères du temps et du destin, eh bien, il est important de méditer sur cet artisanat très particulier, parce que le tissage dissimule en son sein une métaphysique extrêmement profonde et détentrice en vérité de connaissances d'avant-garde relatifs au temps et à son cousin, l'espace. C'est pourquoi je vous invite pour finir à visionner le film Wanted avec Morgan Freeman, Freeman, l'homme libre, dans lequel vous aurez un aperçu de ce que je viens de vous révéler. Voilà, n'oubliez pas de m'envoyer vos coordonnées, surtout pour recevoir la vidéo dont je vous ai parlé un peu plus haut et qui va certainement, je pense, vous déconcerter fortement en matière de voyance. Je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien merci de liker, comme ça, et de vous abonner aussi à la chaîne parce que j'ai encore un tas de choses inédites à vous révéler et ce serait vraiment dommage de passer à côté. À très bientôt.